Donc bienvenue à cette présentation Git Level Up. Je m'appelle Rémi. Et je m'appelle Octave. Juste un petit point, c'est que dans le planning, c'était marqué que c'était un workshop. En réalité, c'est plus une conférence. On ne va pas vous demander de sortir vos PC et de taper des lignes de code, juste pour que tout le monde soit à l'aise avec ça. Donc, nous travaillons tous les deux pour Pix, qui est une société de conseil en IT et spécialisée dans le web. Moi, je suis développeur principalement front-end et je travaille en ce moment sur un projet pour Tata Communication d'interface de management de médias. Et moi, je travaille actuellement chez Euronews. Je suis lead dev sur le site internet euronews.com. Et donc, j'ai à gérer tous les jours les workflows de Git au sein de l'entreprise. Donc, un point rapide. Là, vous avez l'URL à laquelle vous pouvez récupérer les slides. Si jamais c'est une demande, on pourra aussi la repasser en fin de présentation. Comme ça, vous pourrez voir ce qui s'est passé à tête reposée. On vous laisse le temps de prendre la photo ? Ouais. Ah oui. Déjà, pour commencer, juste pour savoir à peu près l'audience, je voudrais savoir qui c'est qui utilise Git tous les jours dans ses équipes de dev. C'est quasiment tout le monde. Il y en a qui ont vu ce nom-là sur le programme et qui sont venus voir ce que c'était ou pas ? Il n'y a pas beaucoup, hein. C'est du barbu là quand même qui est dans la salle. Ok, maintenant qu'on est dans les sondages, il y a un chiffre qu'on a trouvé intéressant de montrer, c'est qu'actuellement, 92% des développeurs pensent que Git est un outil indispensable au succès de leur projet. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que 40% considèrent que l'adoption de Git, que l'apprentissage de Git est le principal challenge à son adoption. Donc c'est vrai que Git, c'est pas facile à prendre en main, mais c'est un outil qui va vous permettre de faire plein de trucs. C'est un peu le but de notre présentation aussi. Voilà, donc sans vouloir trop rentrer dans le détail, si jamais vous êtes confronté à quelqu'un qui a encore du mal avec le concept de Git ou que vous-même, vous n'êtes pas totalement à l'aise, une super projection qu'on a, nous, c'est de voir Git comme des Lego, et comme si vous jouiez au Lego quand vous aviez 7 ans. Ça, je pense que c'est un concept qui est plus simple à appréhender et qui est assez proche de la vérité. Donc pourquoi des Lego ? Parce qu'on peut se dire que finalement le commit, qui est le point central de Git, pourrait être représenté par une brique. Et une brique qui est faite de manière... qui est constituée d'un message, d'un div, donc c'est-à-dire les modifications que vous apportez à votre projet, et d'un parent, c'est-à-dire de quoi ces modifications partent, de où ces modifications partent. Et finalement, votre équipe de développeurs, c'est des petits bonhommes qui empilent des briques, qui empilent des commits, et toutes ces briques ensemble, dans la big picture, ça vous dessine un projet. Le but, c'est d'avoir la maison avec le design que vous attendiez, et pas une tour si vous attendiez un bunker. Donc la comparaison s'arrête là. Ce serait un petit peu compliqué si on était des petits bonhommes Lego de taper au clavier. Je pense qu'on est tous contents d'être un petit peu humain quand même. Je fais une aparté sur le Rebase également, parce que même si on ne veut pas que une présentation soit très technique, le Rebase, pour nous, c'est un petit peu le power tool de Git. C'est vraiment le truc qui va nous aider à jouer au Lego, qui nous fait vraiment jouer au Lego. Donc pour ça, il faut visualiser donc les commits comme des briques, et l'usage principal du Rebase, c'est initialement de rebaser, d'où son nom. Et donc évidemment, si on rebase depuis un point vers un autre, on a tout l'historique qui se rejoue et qui est rebasé. Donc là, visuellement sur des Lego, c'est juste je prends mes briques et puis je vais les placer ailleurs. Mais le rebase, ça ne sert pas qu'à ça. Le rebase, on peut le rejouer du même point. Donc là, si je rebase head sur master, je rejoue en fait mon historique depuis son point d'origine, et ça va me permettre de faire beaucoup de choses. Par exemple, je peux modifier un de mes commits, donc une de mes briques. Si j'ai 7 ans et que j'ai décidé que ma brique violette, elle me plaît plus et que je veux mettre une brique orange, qu'est-ce que je fais ? Je retire les briques qui sont au-dessus, je place une brique orange à la place de ma brique violette, et ensuite, je remets mes briques au-dessus. C'est exactement ce qui se passe dans un rebase. De la même manière, si je veux ajouter une brique, j'enlève mes briques au-dessus, je rajoute ma brique, et puis finalement je les remets. Et puis, je pense que vous l'avez compris, pour supprimer une brique, un commit, c'est le même topo. On retire la brique et puis on rejoue ce qui se passe au-dessus. Donc en voyant le rebase comme ça, vous avez vraiment la vision d'un rebase qui vous sert à manipuler le sens que vous voulez donner
à votre historique de commit. Et c'est vraiment important, surtout lorsque vous allez travailler à plusieurs, car des commits qui sont mal ordonnés, qui ont des noms pas forcément très clairs ou qui n'ont pas trop de sens en termes d'historique, ça va perdre vos collaborateurs. Là, vous avez la possibilité, même si vous avez travaillé différemment, à la fin de tout réécrire et de dire « Ah bah moi, en fait, finalement, j'ai plutôt travaillé comme ça, dans ce raisonnement-là, en tant que développeur, même si je suis revenu plusieurs fois en arrière pendant mon développement. » Il y a un petit truc assez classique avec le rebase, c'est de faire très attention au push force, évidemment. Lorsqu'on rebase, en fait, on réécrit l'historique. Et réécrire l'historique, ça veut dire qu'il est différent de celui de nos collègues. Donc derrière, il faut push avec une option force. Et lorsqu'on fait ça, il faut être très attentif. Si vous partagiez votre travail avec quelqu'un et que vous faites un push force, vous risquez de l'énerver. Ok, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ces commandes? Là, j'ai l'impression qu'ici, l'audience maîtrise déjà tout bien Git. Le but, en fait, c'est pas de maîtriser les commandes une à une vraiment bien. Le but, ça va être de se poser les bonnes questions au début de son projet. On peut imaginer qu'au début de chaque projet, le workflow qu'on va mettre en place ne sera pas forcément le même. Donc le point de base de Git, quand on commence sur un projet, ça va être de se poser les bonnes questions. Les bonnes questions, ça peut être plusieurs trucs différents. On va pouvoir voir un peu plus tard avec Octave et moi qu'on n'a pas la même taille d'équipe et que ça influence beaucoup le workflow. Les questions que vous devez vous poser au début, ça va être ce que je vais vouloir faire avec, si ça va être votre rythme de livraison par exemple, ou si ça va être de maintenir plusieurs versions en parallèle, si ça va être de s'interfacer avec d'autres outils comme de l'intégration continue. Toutes ces questions vont devoir vous permettre de mettre en place votre stratégie de workflow et de branches sur Git. Donc maintenant une fois que vous avez défini vos besoins, dans des besoins qui pouvaient être exprimés dans la liste précédente, qui peut-être vous parlent, il faut maintenant se poser la question de qu'est-ce qu'on a à disposition pour respecter ces besoins et ces contraintes. Nous, ce qu'on a dans Git pour respecter ces besoins, c'est 4 principaux outils, les branches, les commits, les merges, donc la fusion de 2 branches, et les tags finalement. Donc, premièrement, les branches. Les branches, on peut les définir et on peut les caractériser par plein de choses. Premièrement, elles peuvent avoir un rôle. Je pense que dans la plupart des projets, on aura une branche, souvent master, qui va être la branche qui a un rôle de livraison en production. Très souvent, on va avoir des branches qui ont un rôle de développement de features, c'est-à-dire qu'on part d'un point et puis on fait notre développement en isolation pour éviter de perturber le développement des autres développeurs. Puis finalement, cette branche va revenir plus tard être livrée en production. Et il peut y avoir plein de rôles, c'est à vous de définir le rôle que vous voulez donner à vos branches. Elles peuvent avoir un nom et un préfixe, ça c'est très utile pour faire de l'automatisation de tâches, pour du suivi de projet, pour de l'intégration, de la livraison continue. Il y a beaucoup d'outils qui, avec un préfixe ou avec un nom de branche particulier, peuvent déclencher des actions. L'origine et la destination, ça vous sert également à définir de où ma branche part et vers où elle doit arriver, souvent vers où elle va se terminer pour être fusionnée avec quelque chose d'autre. Et puis finalement, durée et stabilité, c'est une notion qu'il est bien d'avoir, c'est pas forcément quelque chose que vous définissez, mais la durée d'une branche, c'est sa durée de vie dans le projet. Un bon exemple de branche très durable, c'est votre branche de production, parce qu'a priori, vous l'avez presque depuis le début, et puis elle vous suivra jusqu'à la fin du projet. En termes de stabilité, cette branche, c'est aussi probablement la plus stable. Vous n'avez pas du tout envie que quelqu'un vienne faire un push force dessus. À l'inverse, vous pouvez avoir des branches qui sont très instables, comme les branches de feature. C'est là où on vous encourage à faire du rebase, parce que cet historique-là ne concerne que vous. Donc elles sont très instables dans le sens où vous allez souvent revenir sur ce que vous faites pour faire évoluer votre besoin. Donc voilà, ayez en tête également cette notion de durée et stabilité des branches, parce que ça joue sur ce que vous avez la possibilité, l'autorisation même parfois de faire. En deuxième action, il y a les commits. Les commits sont caractérisés par, je dirais, trois grands critères. Le message que vous y mettez. Alors, le message, c'est du texte simple, mais vous pouvez le structurer un petit peu. Vous pouvez y donner un titre. La première ligne va être traitée différemment du reste. Et derrière, il n'y a rien qui vous empêche de faire un body, un footer. Si vous voulez y mettre du HTML, allez-y, je ne vous le recommande pas, mais dans l'absolu, il n'y a rien qui vous en empêche. Ensuite, il y a le diff. Donc, l'intention du commit, puisque c'est les lignes que vous allez modifier dans votre projet. Donc c'est important d'avoir un diff qui a une certaine cohérence.
Et puis finalement, la succession des commits, c'est un peu ce qu'on a vu avant. Un commit, ça a un parent, et donc du coup, il faut que son parent il ait du sens par rapport au commit qu'on est en train de faire. Si j'ai besoin de quelque chose, je vais éviter de développer ce quelque chose après le commit qui l'utilise. Ensuite, il y a les merges. Les merges, vous connaissez tous. Il y a 2 stratégies qui sont importantes à savoir. C'est le merge sans fast-forward, qui est intéressant parce qu'on peut mettre, comme le commit, un message à l'intérieur avec un titre ou même un contenu avec un body en expliquant vraiment ce qui se passe dans le merge. D'ailleurs, le fast-forward, j'en parlerai un peu plus tard. Enfin, il y a les tags. Alors, les tags, ça va vous permettre de gérer tout votre workflow, de savoir quelle version de votre application vous avez livré. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 2 types de tags. Il y a le tag simple et le tag annoté. Par exemple, si vous allez sur votre hub Bitbucket et que vous allez rajouter un tag, vous allez juste mettre un numéro de tag. Il n'y a pas d'information de plus que le numéro. C'est juste un alias vers un commit. Je pense qu'il est beaucoup plus intéressant d'utiliser des tags annotés. Dans le tag annoté, vous allez pouvoir mettre des messages à l'intérieur. Vous allez pouvoir... automatiquement, la date et le nom du tagger va être ajouté dedans. Donc, quand vous allez devoir revenir dans le passé pour savoir à quelle date a été tagué ce truc et qui a fait planter la prod, vous l'aurez dans le tag. Vous ne l'aurez pas dans le tag simple. Un tag annoté, c'est juste une ligne de commande. Donc, je pense que c'est le meilleur moyen de taguer ces branches sous Git. Voilà, donc maintenant on vous a présenté un petit peu avec quoi vous pouvez définir votre workflow. On va vous présenter comment nous, via ces outils ou via seulement une partie de ces outils, on a défini nos workflows dans nos projets. Je t'invite à me rejoindre là. Du coup là c'est un peu plus complexe. Je vais vous présenter du coup nos workflows dans le projet Tata Communication. Alors, projet Tata Communication, pour vous donner une idée de ce que c'est comme projet, c'est une plateforme de gestion de médias, donc des vidéos sur lesquelles vous allez pouvoir gérer de la métadonnée, vous allez pouvoir extraire des séquences de vidéos, etc. On est 3 développeurs dessus, 2 back et 1 front. Il y a un product owner, donc c'est une petite équipe, un product owner, on fait des sprints de 2 semaines et on a des releases régulières mais assez écartées dans le temps. Le projet est assez jeune, comme vous le voyez, il démarre en janvier 2017 et on n'est pas en prod depuis très longtemps. Donc vous le verrez, des problématiques différentes de celles d'un Euronews comme Rémi. Donc, le workflow initial qui était présent sur ce projet, c'est un workflow qui parle à beaucoup de monde, c'est un workflow qui est très simple. Il part d'une branche master, depuis laquelle on fait partir des branches de features. Donc c'est là où un développeur va faire son travail et va le faire de manière à ne pas déranger les autres développeurs dans leur branche. Lorsque le travail est accepté, il est mergé avec un commit de merge sur master. Donc on accepte le travail et on le considère comme acceptable pour la livraison. Si un deuxième développeur, lui, travaille en parallèle, à ce moment-là, on interdit de faire un second merge comme ceci, pour 2 raisons. Premièrement, on n'a aucune garantie que les 2 travails entre eux fonctionnent, parce qu'on a fait des tests sur le bout de la feature et sur le merge avec master, mais on n'a jamais testé les 2 travaux ensemble. Donc du coup, on demande aux développeurs de la feature 2, qui est un petit peu en retard, de rebase sa branche par rapport à master. Comme ça, déjà on a une garantie que les travaux sont compatibles et on a un historique qui sera beaucoup plus linéaire. On fait un commit de merge évidemment une fois que la pull request est acceptée. Et derrière, lorsque les branches disparaissent, il ne nous reste que master et on a quelque chose lorsqu'on a quelque chose comme ça. Et notre problématique est arrivée une fois qu'on continue à faire des features et qu'on se retrouve dans un problème de tagging et du coup un nouveau niveau de stabilité pour les branches. Là maintenant, si je définis une production qui est en V1.0.0, derrière, le problème, donc je réponds bien à tous mes besoins initiaux. Cela dit, lorsque je veux faire un hotfix sur cette production, je suis embêté. Parce que comme ma branche master est également ma branche de merge pour le développement, si je veux créer un hotfix et que le client me dit c'est très urgent, il va falloir corriger ça et livrer au plus vite, là, moi derrière, j'ai une feature qui a été acceptée et j'ai pas forcément envie de la livrer en même temps. Donc du coup, je ne sais pas comment merger ce commit de hotfix. Et donc là, un nouveau besoin, le besoin de pouvoir fixer rapidement la production, nous a amené à réviser notre workflow.
Du coup, on a mis en place un nouveau workflow, un peu plus complexe, qui se base sur une branche master qui sera toujours l'image de la production, et une branche next qui, elle, va accepter le travail des développeurs, et c'est là-dessus qu'on va merger les features au fur et à mesure. Donc, plutôt que de faire partir les features de master, on les fait partir de next. On continue à faire notre travail correctement, et là, le hotfix qui intervient, il n'est pas ingérable, parce que master n'a pas avancé, on est toujours à l'image de la production. Donc derrière, s'il y a quelque chose comme ça qui intervient, on crée notre branche, on soumet notre OPR, elle est acceptée, et on n'a pas impacté non plus le travail des développeurs. Là, on fait quelque chose d'assez intéressant dans le projet, qui pourra peut-être en faire hurler certains. On va taguer, évidemment, et on va rebase une branche partagée. Attention. Je suis choqué là. Donc pourquoi on fait ça dans notre projet? Parce qu'on est 3 développeurs, qu'on est tous autour de la même table et qu'on a la possibilité de communiquer et de se prévenir quand quelque chose comme ça arrive. On vous dit normalement ne faites pas de push force sur une branche partagée parce qu'effectivement ça réécrit le commit, ça peut perturber le travail des collaborateurs. Nous on le fait parce qu'on a cette possibilité là de se coordonner et derrière ça continue du coup à répondre à notre besoin initial qui était d'avoir un historique simple sur lequel on peut facilement comprendre l'évolution du projet. Du coup, ensuite, une fois qu'on a rebase cette branche Next, on rebase les branches de features sur cette nouvelle version de la branche Next et on continue notre développement. Du coup, au niveau des besoins que je vais revoir ici, on a toujours nos besoins initiaux qui sont respectés. Notre besoin supplémentaire d'intégrer des hotfix est également respecté. Cela dit, ça s'est fait au prix d'une incapacité à peut-être demain accueillir un nombre important de développeurs ou d'avoir des développeurs qui sont en télétravail. Voilà. Il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles, là, aujourd'hui, faire un rebase sur une branche, et push force une branche partagée, demain, on n'en sera plus capable. Cela dit, demain, si c'est le cas, ce sera un nouvel enjeu. Ce sera la nécessité d'établir un nouveau workflow. Donc, c'est pas parce qu'on envisage demain de faire quelque chose qu'on doit s'interdire aujourd'hui de faire quelque chose d'autre. Notre méthodologie de projet, c'est le Scrum, c'est l'agilité. L'agilité, c'est aussi cette capacité à s'adapter, à répondre aux besoins actuels, évidemment d'anticiper les besoins futurs, mais jamais dans une optique de se freiner aujourd'hui dans notre capacité à innover. Donc, le jour où ça arrivera, on s'adaptera et probablement que notre workflow évoluera. Merci Octave. Là, je vais vous présenter maintenant le workflow d'Euronews. Ce qu'il faut savoir, c'est que Euronews, actuellement, sur le site internet euronews.com, il y a 3 développeurs dans l'équipe, il y a 3 intégrateurs, 2 testeurs qui sont des testeurs fonctionnels qui ne contribuent pas à Git, mais ils font partie de notre workflow, et un product owner. Nous, on a un rythme de livraison qui est beaucoup plus rapide. On est sur une méthode agile de sprint avec une livraison en prod d'1 semaine. Chaque semaine, on livre environ une trentaine de features en production. Mais on a une particularité aussi, c'est qu'on a des features qui sont développées sur plusieurs sprints consécutifs. On a des grosses features qui vont peut-être prendre 1 mois ou 2 ou être développées. Enfin, le dernier truc qu'on a un peu de spécifique, c'est qu'on est un média et on a souvent des demandes de dernier moment. Donc les demandes de dernier moment, où il y a un gros enjeu commercial, où il faut absolument être capable de le livrer pour le lendemain, on va les traiter en réalité comme un hotfix au niveau Git du terme. Du coup, je vais vous présenter nos 3 workflows différents. Le workflow standard de nos releases, notre workflow de bug fix, et enfin notre hotfix. Ça peut être un bug ou une demande commerciale de dernière minute. Donc là, c'est un cas plutôt simple, où on est un peu comme sur le workflow d'Octave, où on part de master et on crée nos branches de release. Là, ce qu'on peut voir sur le tableau, c'est que j'ai mis en fait 2 cas différents. Le cas où sur la feature 1 et la feature 2, où on n'a pas rebase nos branches avant de les merger dans master, on voit que l'historique Git est un peu moins lisible. C'est ça qu'a essayé de dire Octave tout à l'heure en vous poussant à rebaser vos branches. Alors que la feature 3 et la feature 4, on a rebasé master dessus et à la fin, l'historique va être beaucoup plus lisible. Donc comme je disais, on a un workflow de bug fix. C'est pour ça que je parlais des testeurs tout à l'heure. En réalité, ce que je vais faire, c'est que je vais merger toutes les branches de feature sur la branche de master. Une fois qu'elle est prête, je vais créer une branche de release.
je vais souvent rajouter un commit dessus qui va être un commit qui va comprendre mon changelog, de telle manière à ce que quand je vais merger ma branche de release sur master plus tard, elle va comprendre tous mes commits de développement et le changelog. Je sais ce que j'ai mergé dans master. Là, ce qui va se passer, c'est que ma branche de release elle est prête, je vais la livrer sur notre environnement de test. Mes testeurs vont regarder si tout va bien, si ça correspond aux demandes, si on n'a pas eu d'effet de bord. Alors souvent c'est le cas, hein, mais ça doit arriver à tout le monde. Dans ce cas-là, on va faire des bug fixes. Les bugs fixes, c'est des branches qui vont partir de la branche de release et qui vont être mergées à nouveau sur la branche de release. Donc là, on peut voir, j'ai mis bug fixe 1, bug fixe 2. Je merge mes bugs fixes sur la branche de release, je livre ma branche de release, puis ma branche de release est mergée enfin dans master. Donc nous aussi, on a dû faire face au problème des hotfix et du fait que master avance et que c'était aussi l'image de notre prod à un moment. Pour faire face à ça, en réalité, on a fait une branche de production. Donc, elle n'est pas dessus. Ah si, je la vois plus. Oui, elle est orange. En fait, on a une branche de production qui est l'image de notre prod à tout moment. Ça veut dire que je peux être sûr que quand je repars de la branche de production, je peux rajouter un commit dessus et relivrer mon hotfix en prod. Ça veut dire que quand je fais ça, que je fais mon hotfix qui part de la branche de production, je merge mon hotfix sur la branche de production, et après, il va falloir que je remette encore ce commit-là sur master pour que master soit à jour. Alors juste un petit point sur le fast forward, parce que là je parlais un peu avant sur toutes mes branches. Ce qu'il faut savoir, c'est que le fast forward, c'est si votre branche est à jour, vous allez pouvoir merger vos commits sur votre branche master sans faire de commit de merge. Vous pouvez aussi faire le choix, au moment où vous mergez votre branche sur master, d'avoir un commit de merge. La préconisation là-dessus, c'est que ça va dépendre un peu des cas. Imaginons que vous êtes sur une branche partagée avec plusieurs personnes qui travaillent sur votre branche partagée. Les commits des développeurs vont être mergés sur la branche partagée. Là, j'ai pas envie d'avoir de commit de merge sur ma branche partagée. Ma branche de partagée, qui est une branche de feature, ça va être juste l'empilement des commits de chacun des devs ou chacun des intégrateurs. Donc là, quand je vais merger leur branche sur la branche de feature, je vais faire un fast forward, rempiler des commits par-dessus. En revanche, quand je vais merger ma branche de feature dans master, je vais vouloir mettre plus d'informations dessus, mettre des annotations et mettre des commentaires. Donc là, quand je merge sur master, je fais un git merge, moins de no fast forward. Je veux un commit de merge à ce moment-là. L'avantage de ça aussi, c'est que quand vous allez revenir dans le passé, si vous avez un commit de merge sur votre historique, en une ligne de commande, vous êtes capable de revenir en arrière et de l'annuler avec le git revert. C'est la dernière ligne de commande que j'ai mis à gauche, le git revert -m avec le SHA-1 du commit de merge. Ça vous permet, juste en une seule ligne de commande, de revenir dans le passé et d'annuler ce merge qui est foireux et qui ne doit pas aller en prod. Enfin, on a fait un petit slide. Alors là, on a parlé beaucoup de workflows différents selon vos équipes avec des stratégies différentes. On pense qu'il y a quand même des règles universelles à respecter. Alors ça peut paraître trivial, il y a beaucoup de développeurs dans la salle. Je marque message de commit clair, mais je ne sais pas si vous allez faire un tour dans votre historique Git et m'assurer que tous vos messages de commit sont clairs. Perso, moi, je ne vois pas ça tous les jours. Donc il y a la ligne de commande qui est toute simple pour renommer en tout cas le dernier commit, ça va être le git commit -amend. Mais ce dont parlait Octave tout à l'heure à propos du rebase interactive, le rebase interactive vous permet d'éditer tout un tas de commits en même temps, de les renommer, ou peut-être de faire des fix-up pour les merger dans le commit précédent, parce que c'est juste un commit qui permet de corriger un ancien commit. L'autre point aussi qui est important, quel que soit votre workflow, ça va être, quelle que soit la technologie sur laquelle vous travaillez, ça va être le commit atomique, dans le sens où plus vos commits sont stables, plus vous allez être capable de faire du bisect et de revenir dans le passé. Si votre commit il n'est pas capable de fonctionner avec les... si pour fonctionner il a besoin des deux commits de dernière, quand vous allez faire un git bisect, revenir dans le passé, votre application ne va pas forcément être capable de builder. Et vous n'êtes pas être forcément capable de débugger. Donc le commit atomique, ça vous permet d'être sûr qu'à chaque moment, à chaque commit, votre application soit fonctionnelle. Enfin, je pense qu'on a pas mal insisté là-dessus à propos du rebase, de rebaser votre branche régulièrement, afin d'être capable, si votre branche ou votre feature n'a pas été mergée dans votre branche de release, ou c'est un peu attendu, si vous maintenez l'historique de votre branche,
à jour avec master, vous aurez plus de facilité à merger votre branche dans master. Utilisez aussi le rebase interactive qui permet qui peut permettre par exemple de merger. Si vous avez fait une grosse feature et que vous avez 20 commits, c'est peut-être pas nécessaire d'avoir les 20 commits. Il y en a peut-être un qui corrige celui d'avant, donc vous avez peut-être besoin de livrer que 5 commits. L'idée, c'est que si le commit il n'apporte rien de plus que le précédent, il va falloir le fusionner avec le précédent. Par contre, j'imagine que s'il y a un commit qui est là pour, je sais pas, avoir du code dans le contrôleur, un autre commit qui a fait un autre truc dans votre feature, là c'est plus logique d'avoir 2 commits différents dans votre branche. Après, je disais qu'il est important de faire des rebases sur votre branche. Je pense qu'il faut aussi être pragmatique. J'ai vu des développeurs qui ont passé un temps incroyable à essayer de rebase leur branche qui avait 2 mois de retard et à jamais y arriver ou à passer 2 jours dessus, quoi. Nous, on pense avec Octave qu'il faut toujours rebase les branches, ça fait un historique plus propre. Mais si vous avez trop de retard, il faut faire un merge. Clairement, il y a un enjeu, il y a des enjeux financiers aussi dans les entreprises. Ça ne sert à rien de passer 2 jours dessus. Ça va un peu polluer votre historique et vous allez gagner un temps de dingue. Enfin, il faut faire très attention au push force. Ça, je pense que vous en êtes conscient, surtout quand on fait du rebase. Et alors là, c'est mon dernier point. Ça fait beaucoup de débats avec Octave. On en a beaucoup parlé. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut jamais rebase une branche publique. Parmi vous, il y en a sûrement qui ont des repos sur Bitbucket qui sont publics. Là, il ne va jamais falloir faire de rebase sur les branches sur votre repo public. C'est à nuancer sur les branches qui sont partagées mais privées, comme c'est le cas d'Octave. Et ce qu'il faut être conscient, c'est qu'il faut être capable, à ce moment-là, si vous faites cette manipulation-là, de tout arrêter, que toutes les branches soient mergées dans votre branche de feature partagée, de faire votre rebase, puis que chacun des développeurs reparte de cette branche. Si vous n'êtes pas capable de faire ça, il ne faut pas rebaser la branche partagée. Je vais rajouter quelque chose là-dessus. Alors, effectivement, tout ce que tu as dit, c'est vrai. Et en fait, c'est lié du coup au nombre de personnes qui utilisent votre branche et à la capacité que vous avez à vous coordonner avec ces personnes. Une branche publique, typiquement, c'est public. Donc, vous êtes incapable de vous coordonner avec l'ensemble des personnes qui peuvent y avoir accès. Dans une branche privée, ça reste quelque chose de dangereux. Donc, faites-le, comme Rémi l'a dit, avec pragmatisme. Donc là, on a mis quelques liens de notre présentation. Ce sont des liens sur lesquels on s'est inspiré pour faire la présentation. Vous avez eu le lien de notre slide au début, donc je pense que je ne vais pas m'étendre plus longtemps là-dessus. On voulait parler du fix-up, on voulait parler de tout un tas de trucs, mais sur une demi-heure, c'est un peu court. Donc on vous invite à aller suivre nos liens de notre presse. Le but de tout ça, c'est pour ceux qui sont dans la pièce et qui ont encore du mal à faire un rebase correctement, parce que c'est pas si simple comme commande. Comme nous, on n'a pas cherché à axer le talk là-dessus, ces liens-là peuvent vous aider à comprendre comment ça fonctionne. Le guidebook, le premier, c'est un peu la référence. Si vous parlez anglais, vous lisez ça et vous êtes un master de Git. Le reste, c'est plein de liens utiles qui peuvent vous aider à comprendre des choses un petit peu pointues dans le sujet. Voilà, merci d'être venu à notre conférence. Juste un petit point. Ouais, on en profite pour évoquer avec vous un petit sujet, puisque on travaille chez Pix, et chez Pix, on envisage bientôt d'organiser des workshops Git qui pourraient vous intéresser si vous souhaitez aller plus loin dans le sujet. Là, on pourra en plus parler un petit peu plus de commandes, aller un petit peu plus mettre les mains dans le cambouis. Et qui sera vraiment un workshop pour le coup. Et qui sera vraiment un workshop, avec des vrais ordinateurs qui fonctionnent. Donc du coup, n'hésitez pas à vous informer. Vous pouvez envoyer un petit mail à info@pix.fr. Et puis sinon, vous pouvez nous poser des questions sur le Twitter de l'entreprise, vous informer sur notre site, tout est disponible. Donc s'il y a des questions, on va faire tourner le micro, on a une jolie hôtesse qui va vous l'apporter. Oui. Ça dépend. Est-ce que vous préconisez plutôt la ligne de commande ou plutôt des outils graphiques perso? Alors, et quelles sont les forces et faiblesses des deux en fait? Alors, perso, quand j'ai commencé sur Git, j'ai pas voulu utiliser l'interface graphique parce que j'ai voulu savoir exactement ce qui se passait derrière. Quand tu vas utiliser une interface graphique, c'est bien, ça va fonctionner, il y a peu de chances que ça fonctionne pas, mais ça va pas vraiment t'apprendre ce qui se passe derrière. C'est quoi qu'il y a dans le cœur de la machine, quoi.
Donc l'idée pour moi au début, c'était vraiment de taper toutes les lignes de commande, comprendre ce qui se passe, tu vois. Et de cette manière, c'est pour ça que je suis capable aujourd'hui aussi de mettre des workflows et de m'adapter à mes besoins. Le risque également, lorsque tu utilises une interface graphique, c'est que ton bouton qui s'appelle commit fasse pas forcément un commit derrière. Donc, bon, sur un commit, c'est pas forcément un très bon exemple, mais il y a beaucoup d'interfaces qui vont avoir. Il y a une interface où il y a un bouton qui s'appelle sync. Bah, moi personnellement, je fais que de la ligne de commande et git sync, je connais pas. Et donc du coup, j'ai aucun moyen de savoir ce qui se passe derrière. C'est le développeur qui sait ce qu'il a branché comme commande derrière. Donc ça, c'est un réel risque parce que potentiellement, ça va pas faire exactement ce que tu veux. Tu perds le contrôle, tu laisses le contrôle au mec qui a codé l'interface et qui s'est dit bon bah lui, il a envie de faire ça. J'espère que c'est ce que tu as vraiment envie de faire. D'autres questions ? Merci Charlotte. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, en général, on livre par sprint. Et si, par exemple, là, vous aviez une branche de release avec 3 features, est-ce que si sur ces 3 features, il y en a 2 qui sont acceptées, une qui est refusée? Ah non, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais la règle chez nous, c'est que j'ai une branche par feature. Tout le temps. Mais à la fin, est-ce que tout ça, il y avait une branche de release, c'était sur Tata Communication? Non, c'est chez moi, ouais. Non, c'est d'accord. Ouais. Une branche de release où Oui. tout était mergé là-dessus. C'est En- là-dessus que c'est testé? Oui, D'accord. c'est là-dessus que c'est testé. Ouais. Alors généralement, c'est que cette branche de release, déjà, je la prépare en gros la veille de la mise en production. Donc là, ce serait vraiment une demande de dernière minute d'annuler cette feature en particulier et de décider de ne pas partir en production. Et c'est aussi pour ça que je parlais du fast-forward. C'est dans l'idée où vraiment on décide, c'est quand même rarement le cas de ne pas partir avec une feature dernier moment. Et si on veut vraiment pas partir, je vais pouvoir, avec une seule ligne de commande, avec le git revert, annuler le merge, mais uniquement de ma feature, parce que j'ai fait une branche et donc un commit de merge par feature. D'accord, ok. Et la branche de release, du coup, elle est tirée juste avant de mettre en production, histoire de... La branche de release, je merge toutes mes branches en master, Ouais. je crée ma branche de release, je rajoute mon changelog, je livre au testeur. J'ai des retours, je bugfix ma branche de release, elle est OK, elle part en je la tag, elle part en production, je la ramène sur master. D'accord. Pour remettre master à jour. Ok, merci. Quelqu'un d'autre? Non, ils maîtrisent tous. Là. S'il te plaît, au fond, Charlotte. C'est super fort. Juste pour info, quand vous faites une branche feature, du coup, vous la validez quand il y a le front et le back qui est fait, ou alors le back peut être en avance ou le contraire? Ta question, c'est est-ce que tu attends, admettons qu'on soit sur le front, que ta route back n'est pas prête, est-ce que tu attends que ta route back soit prête pour valider ta feature front, c'est ça? C'est ça. Bah ça peut vraiment dépendre de ton workflow. Si lorsque tu acceptes ta feature, elle part automatiquement dans un environnement ou un autre, et que ça ne peut pas fonctionner sans le back, alors dans ce cas, oui, je t'encourage à attendre que cette feature soit terminée, ou du coup à créer un workflow qui te permet de livrer ça dans une branche qui peut s'appliquer. Ça peut être branche de release, ça peut être autre chose. Des choses qui te permettent, ça c'est une contrainte. Il y a des outils, notamment au niveau du branching que tu vas faire et de la manière dont tu les associes entre elles, il y a des solutions contre ça, enfin qui te permettent de répondre à ce besoin. Là, la manière la plus simple, effectivement, c'est d'attendre que la feature back soit acceptée et du coup ensuite de release une fois que c'est prêt. Mais c'est pas forcément la seule réponse. Ok, merci. D'autres questions? Juste une info pratique, le lien de la presse. Il marche. Ah. Ouais. Je prends la DeLorean, je reviens. Voilà. Je l'avais pas laissé là assez longtemps alors du coup. Elle était facile celle-là comme question. Bonjour. Du coup, si je comprends, vous ne faites pas de déploiement continu? Non. Non. Ni l'un ni l'autre. Ouais. Et du coup, quel workflow tu adopterais si tu faisais du déploiement continu? Pour moi, je ferai en sorte que le merge sur master, ce soit le déploiement en prod. Tu vois, au moment où tu cliques sur ton bouton ou que tu fais ta manip en ligne de commande,
c'est sur master, il faut considérer que c'est en prod. Donc tu testerais sur les branches features directement. Sur une branche de feature à jour, du coup. Pour rajouter des éléments, en fait, dans son workflow, il a quasiment la possibilité de brancher l'intégration continue, la livraison continue, puisqu'il a une branche qui est toujours l'image de la production. Tu peux très bien mettre... c'est une possibilité que tu as de brancher ta livraison continue sur l'état de cette branche à chaque fois qu'elle avance. Bah, du coup, tu peux... Mais du coup, ma branche de release ne servirait plus à rien. Si je fais ça. Et du coup, sa branche de release, effectivement, servirait moins. Ni les tags. Les tags, les tags, c'est quand même utile, parce que les tags, ça te permet de donner de l'information, ça permet de figer des commits également. Donc c'est pas parce que tu as une livraison continue que tu ne tags pas. Ça te permet, par exemple, ne serait-ce que quand tu fais un git log, de savoir, tiens, ok, ma V1 c'est ça, ma V2 c'est ça. Si tu as fait un tag annoté, bah, tu peux peut-être t'informer sur ce qu'il y a dans ta V2 via le tag. Tu as mis un message à l'intérieur. Ah bah ok, d'accord, il s'est passé ça entre la V1 et la V2. Il s'est passé ça dans cette release. Donc c'est deux choses différentes, je pense. Avoir un système de livraison continue ne te dispense pas de mettre des tags. Je pense que taguer, c'est comme faire des messages de commit clair, c'est presque obligatoire, quoi. D'autres questions? Charlotte, je crois. Bonjour. Vous le disiez au début de la conférence, comme quoi Git, c'est assez difficile à prendre en main. Chez vous, vous faites comment pour former vos développeurs? Parce que la théorie avec des graphes, c'est cool. Mais en pratique, on se rend compte que la plupart de nos collègues ne comprennent pas forcément ce qu'ils font, où ils vont et comment il faut appliquer. Je crois qu'on était dans le même cas alors, parce qu'au début, on a commencé à coder, à faire du Git sans forcément se mettre d'accord. Et à un moment donné où ça allait pas, où il y a des gens qui maîtrisaient pas et qui faisaient des grosses boulettes, notamment qui faisaient des rebasses de branches partagées. Du coup, on a dû me mettre... En fait, en réalité... Quelle méthode vous mettez en place? C'est simple, j'ai fait une formation en réalité. J'ai pris toute l'équipe, je les ai mis dans une salle, j'ai fait une présentation, je les ai formés, j'ai expliqué les concepts de base, et j'ai fait surtout un schéma en réalité des 3 workflows. Là, tu vois les workflows de release, de bug fix et de hotfix. Tant qu'on n'a pas visuellement l'arbre, je pense que c'est difficile de se représenter ce qui se passe sur l'empilement des commits. Donc là, je leur ai donné une solution visuelle à ce qui se passe sur l'histoire. Parce qu'en réalité, ce qu'il faut se dire, c'est que l'empilement des commits, c'est l'histoire de votre projet, quoi. Et c'est dur à dire si on n'a pas de support visuel. Là, quand je vois ma branche master avec des petits points, là, je comprends qu'il y a un historique, il y a des dates à lesquelles les commits ont été ajoutés les uns après les autres. Donc c'est comme ça que les gens dans l'équipe ont commencé à s'habituer au workflow. Et à respecter les règles communes de vie de Git. Donc effectivement, il y a un travail en amont à faire. Et au cours du développement, comment vous faites pour contrôler, pour peut-être contraindre les développeurs à appliquer les bonnes méthodes? Je pense que pour avoir aussi un peu donné de la formation et puis pour accompagner les gens sur le projet dans lequel je suis sur Git, même s'ils ont déjà un certain niveau, le déclic effectivement se fait au moment où tu arrives à avoir une projection visuelle de ce qui se passe dans Git, quoi. L'histoire des Lego. Les Lego, du coup, ça c'est une aide. La manière dont on a représenté les branches plus tard dans la présentation, ça peut en être une aussi. Et une fois que ton développeur va réussir à associer, à se projeter Git et l'historique Git d'une manière ou d'une autre, il va définir ses besoins ensuite. Ok, d'accord, moi ça, en fait, ce commit-là, je veux le déplacer là. Et c'est une fois que tu as réussi à définir ton besoin via state visuel que tu peux t'intéresser aux commandes qui t'aident à faire ça. Moi, personnellement, c'est comme ça que je suis rentré dans le rebase interactif. Merde, j'ai envie de reprendre le message de mon commit, mais c'est plus le dernier, c'est celui juste avant, donc je ne peux pas utiliser un amend. Donc là, tu t'intéresses à des commandes que tu connaissais moins. Et du coup, après, il n'y a pas de miracle, hein. Git, ça reste un outil qui est un peu compliqué, donc il faut de la pratique, il faut du temps. Quand tu as quelqu'un qui a plus de compétences, il faut qu'il se rende disponible pour accompagner sur les procédures, mais il faut qu'il sache les expliquer aussi. Parce que Git, comme c'est de la commande, très vite, on a l'impression que c'est magique, quoi. Moi, au début, quand je fais un push, je ne sais pas ce qui se passe, quoi. Ouais. Et puis aussi, ce qu'il faut se dire, c'est que j'ai pas posé toutes les règles et avoir mis un workflow très compliqué d'entrée de jeu. Si tu veux, par exemple, le rebase interactive, à la formation, j'en ai pas parlé. Tu vois, si je recevais des pull requests avec 10 commits dedans,
Ça m'énerve un peu, mais je laissais faire. Alors que parmi les 10, il y en a juste un qui avait un message de commit pourri, c'était fixe du truc d'avant, tu vois. Puis une fois qu'ils ont été à l'aise, j'ai expliqué leur rebase interactive. Là, la prochaine étape, ça va être le fast-forward. Je sais qu'il y en a de mon équipe qui sont ici, et ça, je ne l'ai pas encore expliqué, par exemple. Tu vois. Donc, au fur et à mesure de l'apprentissage, en fil rouge de ton projet, rajouter petit à petit des nouvelles notions, quoi. Merci. Juste, je me permets aussi, tu peux aussi protéger des branches dans la plupart des outils GitHub, GitLab pour éviter les push force non voulus. Oui, c'est très bien de bloquer master là-dessus. Moi, j'avais une petite question. Si du coup vous êtes assez avancé niveau Git, qu'est-ce que vous avez Je comme vois pas bonne qui me parle. pratique? Pardon. Qu'est-ce que vous avez comme bonne pratique en fait au niveau des PR? Ça veut dire, par exemple, vous acceptez peut-être un nombre de commits maximum, que la version soit taguée si c'est un hotfix, que les commentaires soient nickel. Alors après, on va peut-être pas fonctionner pareil, mais donc déjà forcément on fait des pull requests avec du code review. Ce que je disais, c'est qu'on est 3 développeurs, 3 intégrateurs. Les développeurs font leur code review entre eux, les intégrateurs entre eux. Et puis en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a un outil d'intégration continue, et le Jenkins, notre Jenkins en tout cas, lance des tests sur l'APR, sur la fusion de l'APR. Donc ça veut dire que moi, au moment où je vais merger l'APR, je sais si ça a passé tous les tests unitaires ou pas. Donc là, je suis quand même, si je vois que ça a passé tous les tests, je fais en plus, on a du code review, je suis assez confiant pour merger une PR comme ça. Pour compléter, en fait, du coup, tu as plein d'outils via les hubs notamment, et via ton intégration continue, qui te permettent de verrouiller, ou comme ça a été dit dans l'audience, de verrouiller les pull requests, de les empêcher d'être acceptés tant qu'elles n'ont pas répondu à un certain nombre de critères. Ça, c'est un peu ce qu'on fait. Moi, ce que je voulais savoir, c'était plus au niveau humain, que nous, on fait déjà le code coverage, on fait déjà les tests d'intégration continue, etc. Mais quand derrière, par exemple, je prends le cas chez Google, ils ont ce qu'on appelle des software release engineers. Et globalement, le mec, quand il fait la review de PR, il fait ça comme un nazi. C'est extrêmement strict. Et du coup, quand le mec clique sur le bouton merge, alors déjà, ils ne le font plus. Donc, vraiment, les devs s'occupent que de développer. Et une fois que c'est vraiment les software release engineers qui vont s'occuper de faire la partie merge. Est-ce que du coup, vous, sur cette partie-là, le mec qui fait un merge, il a une certaine responsabilité. Il n'a pas juste dit, OK, mes tests continus, c'est des tests unitaires, s'ils sont mal codés, ils peuvent passer. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a peut-être des bonnes pratiques à mettre en place. Et c'est assez délicat de trouver de l'information là-dessus, en fait. Je ne sais pas trop quoi répondre là-dessus. Je pense que nous, on est loin d'être parfait justement sur ce point-là. Et on a un rythme qui était très élevé. Alors on n'est que 3 développeurs. Pour le moment, on n'est même que 2. Et du coup, en fait, on a une équipe de tests qui va vraiment tester au niveau fonctionnel le produit. Je pense qu'on a un plus gros effort de test au niveau fonctionnel, même si on a une couverture de tests unitaires qui doit être, je sais pas, de 66%. Je sais pas si ça parle. Au niveau du test, en tout cas, on a des tests fonctionnels automatisés et des tests aussi humains pour aller voir les pages sensibles de notre site si on n'a pas eu d'effet de bord. Donc chez moi, on est plus sensible au rendu final, j'ai envie de dire, que être vraiment des nazis du code, quoi. La question à te poser pour ça, c'est est-ce que tu as les mêmes moyens et enjeux que Google aussi? Ouais. Parce que si tu as les mêmes moyens, les mêmes enjeux, déjà, cool. Et si tu les as, oui, c'est utile d'aller jusqu'à la virgule près. Mais si tu es dans un environnement qui a pas les mêmes budgets, est-ce que tu peux te le permettre? C'est aussi ça. À la fin, c'est du temps que tu passes, quoi, aussi. Donc, définis ton niveau de rigueur, ton niveau d'exigence par rapport aussi à ces éléments-là. Et je pense que comme beaucoup de choses, il n'y a pas de réponse universelle. Il faut savoir s'adapter à son environnement de travail. Mais c'est sûr que plus tu vas aller dans la rigueur, mieux ça va être à la fin dans ton historique, évidemment. Pour ce qui est de mettre 2, 3, 4 commits, par contre, ça dépend de ce que tu as mis dedans, quoi. Il n'y a pas de rigueur. D'autres questions? Ok, merci à tous d'avoir assisté à la présentation. Merci.